Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question des Subaru Crosstrek et Forester qui adoptent une nouvelle motorisation hybride. On parlera également du Range Rover Autobiographie, véhicule que j'ai mis à l'essai cette semaine, véhicule de très grand luxe évidemment, mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture d'origine européenne a été vendue chez nous sur le marché canadien sous le nom de Passport Optima en 1990 et 91 avant d'être rebaptisée Pontiac Le Mans pour 1992, puis Asuna SE et GT pour 1993? Bien, la réponse, c'est l'Opel Kadett, une voiture qui a été commercialisée, qui a été très populaire sur le marché européen depuis la fin des années 70, évidemment jusqu'à tout récemment. Une voiture qui a été offerte en une multitude de versions, de variations, de configurations de carrosserie. Forcément que chez nous, ça a été un peu plus timide et on a utilisé cette voiture-là, entre autres, pour pallier au fait que les concessionnaires Pontiac n'avaient pas de produits équivalents à ce que Géo proposait du côté de chez Chevrolet. Alors ainsi est arrivé d'abord la Passport Optima qui s'est retrouvée dans une filière fourre-tout de General Motors où on vendait notamment des produits Isuzu, mais ensuite chez les concessionnaires Pontiac qui ont ensuite bénéficié de la marque Asuna pour environ 18 mois avant que celle-ci ne soit officiellement abandonnée en cours d'année 1994. Alors une voiture qui a eu un passage assez particulier sur le marché canadien, vendue sous 3 marques, sous 3 noms en l'espace de 4 ans avant qu'on l'abandonne tout simplement. Maintenant, du côté de chez Subaru, grosse nouvelle qu'on attendait évidemment, confirmation de l'arrivée des Forester et Crosstrek à motorisation hybride. Alors pour le Forester, ça se fera au printemps 2025 et pour la Crosstrek, il faudra attendre à décembre 2025. Ça sera un modèle millésimé 2026. Et la technologie est assez particulière en ce sens qu'effectivement, on va utiliser la batterie de 1,1 kWh qui provient du côté de chez Toyota, certains éléments techniques qui sont directement empruntés à Toyota. Par contre, il faut savoir que le Forester et la Crosstrek conservent un rouage intégral permanent, donc avec un arbre de transmission, un différentiel arrière, pas de moteur électrique sur l'essieu arrière. On greffe plutôt 2 moteurs électriques au moteur 4 cylindres de 2,5 litres à plat, donc un petit moteur générateur, puis un moteur qui servira à la propulsion du véhicule. Ce second moteur électrique produit à lui seul 199 livres-pieds de couple. Il faut savoir que le moteur 2,5 litres atmosphérique qu'on connaît depuis longtemps, est retravaillé désormais à cycle Atkinson, produit 162 chevaux plutôt que 180 comme c'est le cas dans les autres versions. Mais la puissance maximale combinée pour cette motorisation-là est à 194 chevaux, ce qui va permettre d'avoir un petit peu plus de punch, mais surtout beaucoup plus de couple au départ initial. Et ça va faire toute la différence, évidemment, au niveau de l'agrément de conduite. Bon, évidemment, la grande question, est-ce que ce sera vraiment plus économique à la pompe que les modèles qu'on connaît actuellement? Subaru nous affirme que oui, forcément, mais on n'a pas de code de consommation annoncé, tant du côté de l'EPA aux États-Unis que du côté des cotes de Transport Canada chez nous. Alors, un peu décevant. On a très bien hâte de voir ce que ça va donner en matière de consommation de carburant parce qu'évidemment, le fait qu'on ait une mécanique plus complète et différente de ce qu'on retrouve dans la Corolla Cross ou dans le RAV4, par exemple, ça risque de faire en sorte qu'on va consommer un peu plus que la compétition. Cela étant dit, pour le Forester, c'est une mécanique très, très importante puisque ça permet au produit de se distinguer, d'offrir une seconde offre mécanique à la clientèle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que chez nous au Canada, il y aura une seule déclinaison du Forester à technologie hybride qu'on va appeler e-Boxer pour le marché canadien et ce sera le modèle Premier le plus luxueux qui se vendra forcément au-delà des 50 000 $ canadiens. Alors évidemment que la clientèle ne sera que très petite pour ce produit-là et c'est tout le contraire sur le marché américain parce que là-bas, on aura droit à
4 déclinaisons du Forester à motorisation hybride. À partir du deuxième modèle dans l'échelle hiérarchique de la gamme jusqu'au modèle le plus luxueux, qui est le modèle Premier, qu'on appelle ironiquement Touring sur le marché américain, parce qu'on n'utilise pas les mêmes nomenclatures. Cela étant dit, c'est dommage qu'on ne puisse pas en bénéficier au Canada, mais on comprend le geste de Subaru parce que la profitabilité ne se trouve pas sur le marché canadien. Et il faut savoir qu'autant la Crosstrek que le Forester en motorisation hybride seront fabriqués du côté du Japon. Ça sera peut-être la même chose pour la future Subaru Outback, un modèle qui sera complètement renouvelé pour 2026 et qui bénéficiera assurément, à savoir dans quelle usine on la fabriquera. Ça, c'est une autre histoire, mais pour l'instant, il n'y a pas de fabrication de véhicules à motorisation hybride dans l'usine de l'Indiana aux États-Unis qui appartient à Subaru et qui fabrique plusieurs des modèles, notamment le Subaru Crosstrek Wilderness, les Crosstrek à moteur 2.5 destinés au marché américain, plusieurs déclinaisons du Forester et de l'Outback. Même la Legacy est fabriquée là-bas, mais la Legacy a quitté le marché canadien cette année, n'est désormais exclusive qu'au marché américain. Alors, drôle de positionnement pour Subaru avec le nouveau Forester hybride. Et pour la Crosstrek, ça sera la même chose, uniquement une version limited qui sera offerte sur le marché canadien en motorisation hybride dès décembre 2025. Alors, une voiture qui risque de coûter 3-4 000 $ de plus que le modèle limited actuel à moteur 2.5 litres atmosphérique. Et en quelque sorte, c'est un produit qui viendra rivaliser avec le seul autre véhicule à motorisation hybride du segment, qui est la Corolla Cross, évidemment. Alors, bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'il y ait multiplication des offres en matière de motorisation hybride dans le segment des VUS sous-compacts, mais en attendant, il n'y a que Toyota et donc Subaru prochainement qui proposera une technologie de la sorte. Du côté des compacts, c'est complètement différent parce que, bien sûr, il y a déjà Ford, Honda, Hyundai, Toyota, Mazda qui proposent des technologies à motorisation hybride, sans compter les modèles avec technologie hybride rechargeable, ce qu'on ne retrouve pas non plus dans le segment des VUS sous-compacts. Alors, ça sera un bel avantage du côté de chez Subaru, mais beaucoup plus du côté des États-Unis qu'au Canada en raison d'une disponibilité limitée chez nous et d'une facture qui sera conséquente parce que ça sera uniquement sur des modèles très luxueux. Et parlant de modèles très luxueux, j'ai conduit cette semaine un véhicule qui est très luxueux, le Range Rover Autobiographie, le grand Range Rover à empattement allongé, à moteur V8, 523 chevaux de puissance, 4 roues directionnelles, maniabilité qui est d'ailleurs fantastique. Ça, c'est un bel avantage pour ce gros VUS-là. Évidemment, les mastodontes de ce genre-là sont souvent très difficiles à manœuvrer dans les milieux urbains, mais ce n'est pas le cas avec le Range Rover en raison des 4 roues directionnelles et du fait qu'on a un cercle de braquage qui est très réduit. Véhicule qui est ultra confortable, forcément, très bien insonorisé, avec une puissance qui est fantastique. Malheureusement, j'ai pu constater quelques craquements, quelques bruits de caisse à bord, ce qui est totalement inacceptable pour un véhicule de plus de 230 000 $, mais quand même, c'est un véhicule qui a une prestance sur la route, un niveau de technologie, de raffinement qui est franchement impressionnant. Ça consomme pas mal de carburant. En faisant un aller-retour Québec, j'ai consommé une moyenne de 13,3 litres au 100, autoroute seulement. Évidemment que ça roule à l'essence super, alors c'est pas un petit mangeur d'essence, mais c'est pas plus gourmand que la moyenne des autres grands VUS du genre. Et là, vous pouvez penser bien sûr au Cadillac Escalade à moteur V8 de 6,2 litres, le Lincoln Navigator, le Jeep Grand Wagoneer dans sa déclinaison la plus luxueuse. Les produits Mercedes, BMW équivalents, on a des modèles de performance et il faut savoir que chez Land Rover, il y a une version SV du Range Rover qu'on peut se procurer qui fait plus de 600 chevaux parce que le modèle Autobiographie avec le V8 de 523 chevaux, ce n'est pas encore le modèle le plus luxueux. Alors, si vous optez pour un modèle SV, vous allez frôler le seuil psychologique des 300 000 $. Ça, c'est évidemment avant option et avant la taxe de luxe. Alors, pas besoin de vous dire que vous allez dépasser largement la facture des 300 000 $, mais sur papier, le véhicule débute à 299 000 $ et des poussières, tout simplement pour ne pas dire 300 000 $. C'est une somme astronomique pour le Range Rover, un véhicule qui déprécie énormément au niveau de sa valeur de revente, beaucoup plus en proportion que si vous optez pour un Defender qui, lui, conserve
une certaine valeur de revente, beaucoup de demandes pour ce produit-là sur le marché d'occasion, alors que les Range Rover, c'est un peu plus pointu. Bon, on connaît la fiabilité hasardeuse de ces produits-là et c'est encore le cas. Bon, je touche du bois, je n'ai pas eu de problème avec le véhicule au cours de mon essai, mais c'est la seconde fois que je le réservais puisque la première fois où je devais pouvoir le conduire, bien, on m'a annulé la réservation en raison d'un problème technologique, d'un problème de mise à jour qu'il fallait faire sur le véhicule. Alors, c'est le genre de situation qui peut survenir avec un Range Rover, malheureusement, mais quand même, l'expérience de conduite, elle est phénoménale et je retiens qu'au niveau de la finition, du confort, bien, il n'y a pas grand-chose pour arriver avec un produit comme celui-là. Je veux maintenant vous parler rapidement des rabais monstres qu'on constate actuellement chez certains constructeurs automobiles qui vendent des véhicules électrifiés. Beaucoup de modèles 2024 encore à stock, notamment du côté de chez Subaru, Volkswagen, Hyundai, Kia, plusieurs marques qui ont beaucoup de véhicules en inventaire et on sait que les crédits gouvernementaux ne sont plus en place depuis le 1er février, autant du côté du provincial que du fédéral. Mais chez certains constructeurs, il y a des offres franchement alléchantes. Pour vous donner une idée, Subaru propose avec son Solterra à 4 roues motrices pas moins de 16 000 de rabais actuellement. Et ça, c'est finançable à un taux de 0,5 %. C'est du jamais vu chez Subaru et ça illustre à quel point on est pris avec ces véhicules-là. D'ailleurs, Subaru a confirmé qu'on ne ramenait pas le Solterra pour l'année modèle 2025 sur le marché canadien. Trop d'inventaire de 2024 et ce n'est pas un produit, évidemment, qu'on souhaite promouvoir et pousser à l'extrême. On en a vendu quelques milliers, certes, mais c'est aussi un produit qui est un peu décevant et qui affecte l'image de marque de Subaru, forcément, de par la qualité du produit qui n'est pas à la hauteur des attentes de la clientèle. Alors, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais chez Volkswagen, 8 000 de rabais sur l'ID4. Alors, à la question, est-ce qu'on doit attendre le retour du crédit provincial en avril 2025 pour se procurer un véhicule électrique? Bien, pas nécessairement, parce qu'il faut savoir que le 4 000 de crédit que le provincial offrira à compter du 1er avril, c'est un 4 000 taxes incluses, donc 3 500 approximativement, plus taxes qui donne 4 000 alors qu'actuellement, bien, chez plusieurs constructeurs, on vous offre des 5 000, des 8 000, des 12 000 de rabais, plus taxes. Alors, c'est plus alléchant de se procurer un produit en ce moment que d'attendre 2 mois pour que ceux-ci soient disparus et qu'on vous propose ensuite un rabais de 4 000 sur un modèle 2025, s'il existe, bien évidemment. Mais il faut quand même savoir une chose, si vous achetez un véhicule 2024 en ce moment, c'est un véhicule dont la valeur initiale a déjà déprécié parce que c'est un modèle de l'année passée. Il faut le considérer. Et pour un VUS électrifié dont le PDSF se situe entre 45 et 55 000 bien, ça veut dire 5 000 de perte instantanée. Ça, c'est en plus du fait que ce sont des véhicules qui perdent beaucoup de valeur au jour 1 parce que vous vous en doutez, l'offre est beaucoup plus grande que la demande en ce moment et ça fait en sorte qu'il y a une forte dépréciation. Il suffit de regarder le marché de l'occasion dans l'électrique en ce moment pour constater que les valeurs ont chuté drastiquement, tout le contraire de ce que c'était il y a 2 ans. Mais évidemment, le marché a été sérieusement chamboulé et aujourd'hui, bien, au Québec, il y a énormément d'offres pour une clientèle qui est peut-être un peu moins présente qu'à l'époque où on proposait des 12 000 de crédit. C'est tout naturel. En terminant, question de la semaine, quel véhicule Kia sera remplacé à la fin de l'année 2025 par un nouveau modèle tout électrique? Bien, réponse la semaine prochaine.